No fu la Corea elo que mas dolio. Fut la phrase andel golp, si tu madre no se ubira muerto, yo nunca habría tenido que cargar contigo. El cuero silbo en el air. La piel se abrió sin hacer ruido. El nino no gritó ni soltó una lágrima. Solo apretó los labios, como si hubiera aprendido que el dolor se sobrevive en silencio. Isaac tenía 5 años. 5. Ya sabía que e madre que no amant y casa donde uno aprende a no respirar muy fuerte. Aquella tarde, en el establo, mientras la llega vieja golpeaba el suelo con el casco, una sombra canina observaba desde el portón con ojos oscuros, quieto, ojos que ya habían visto guerra y que pronto volverían a entrar en batalla. El viento de la Sierra bajaba con un silbido seco aquella manana en el corral. La tierra estaba dura, agritada como los labios de Isaac, quien arrastraba el balde de Haga. Tenía 5 años, pero su paso eran los de alguien mucho más viejo. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a respirar solo cuando nadie lo miraba. El balde estaba casi vacío cuando llegó al bebedero. Un caballo lo observaba en silencio, vieja rocio, con el pelage manchado y los ojos cubiertos por una neblina suave. Nunca relinchaba. Nunca pateaba. Solo miraba. Tranquila, le susurró Isaac, rozando su lomo con la palma abierta. Si tu no habla, yo tampoco. Un grito cortó el air como un rayo. Otra vez tarde, animalito. Sara apareció en la puerta del establo con la fusta en la mano. Levaba un vestido de lino limpio y planchado, y una flor en el cabello. Desde lejos parecía una mujer respetable, desde cerca olía a vinagre y rabia contenida. Isaac dejó caer el balde. La tierra absorbió el agua como una boca sedienta. Te dis que los caballos se alimentan del alba. O que tu madre no te enseñó ni eso de morir como una inútil? El nino no respondió. Bajó la cabeza. El primer golpe le cruzó la espalda como un latigazo de hielo. El segundo salió más bajo. Rocio pateó el suelo. Miram cuando te habló. Pero Isaac solo cerró los ojos. Un hijo de nadie. Eso era. Debería dormir en el establo con los demás bureaux. Desde la ventana de la casa, Nilda observaba. Tenía 7 años, un lazo rosado en el cabello y una muñeca nueva en los brazos. Su madre la adoraba. A Isaac lo trataban como si fuera una mancha que no se quita con jabón. Esa noche, mientras el pueblo se recogía entre oración y el suave tanido de campana, Sara permaneció despierta en la paja. No lo raba. Ya no sabía cómo hacerlo. Rocio se acercó al bord de su corral y apoyó el hocico en la madera podrida que los separaba. Tu entiendes? Dijo el caballo sin levantar la voz. Tu sabes que se siente cuando nadie te quiere ver. El caballo parpadeó despacio, como si respondiera. Una semana después, un grupo de vehículos entró por el camino polvoriento del rancho. Camioneta con logotipo del gobierno, chaleco fluorescente, cámara colgando de los cuellos. Entre ellos caminaba sin prisa un perro viejo de pelage grisáceo, hocico cansado, ojos que habían visto más de elo que cualquier humano podría soportar. Se llamaba Zorn. Baena, la mujer que elo acompañaba, era alta, morena, con acento del sur. Levaba bota de cuero curtido y una carpeta lena de papel. Inspection de rutina dijo, sonriendo con gentileza. Sara fingió sorpresa. Abrió los brazos como si ofreciera su casa. Aquí no tenemos nada que ocultar, señorita. Tal vez alguien se abure en este pueblo y quiere problema. Zorn no se interesó por los caballos ni por las cabras. Caminó recto hacia el corral trasero, donde estaba Isaac barriendo entre excrementos. El nino se detuvo. El perro también, pero no hubo ladrido ni miedo, solo esa posa larga en que dos almas rotas se reconocen. Zorn se acercó. Se sentó frente a Isaac. No lo olfateó. No lo tocó. Solo se quedó allí, como si dijera, es-toi aquí y veo. Sara los vio desde lejos. Sus ojos se tornaron como los de una serpiente al sol. Ese chico tiene talento para la tragedia. Siempre está inventando cosa e dijo ella a Baena, fingiendo risa. Lo recogí por lastima. No es mi hijo, es de mi esposo anterior. Una carga más que un nino.
Baena no respondio, pero Zorn si. Se colocó delante de Isaac, interponiendo su cuerpo como una muralla tranquila. Pudo ayudart, pero? Zorn no se movió. Solo la miró, y Sara, por un instant, devió los ojos, porque esa mirada había algo que no se podía domar ni fingir. Esa noche el rancho pareció más frío. Sara bebió más vino de lo habitual. Melba se encerró con su muñeca, dibujando casa donde nadie gritaba. Isaac sonó. Por primera vez en mucho tiempo, sonó con un abrazo. No sabía de quién, solo recordó el olor a tierra húmeda y un hocico cálido junto a su mejilla. Rocio golpeó el suelo con la pesuna. Una, dos, tres veces. El niño abrió los ojos y, entre son bras, creyó ver a Zorn recostado fuera del corral, vigilando, esperando, como si supiera que la noche no podía durar para siempre. La manana amaneció con una niebla baja, de esa que enreda las ramas seca, como si el invierno se negara a soltar la mano. En la entrada del rancho, una furgoneta blanca con el escudo desgastado de protección animal se detuvo en silencio. Solo los gorriones se atrevieron a cantar. Baena bajó primero. Bota cubierta de barro seco, bufanda de estambre azul celeste, tejida por su abuela en Michoacán hace más de 20 años. Le seguía Zorn, el perro de gran tamaño, pelage mezclado de cana y ceniza, oreja queda y andar fatigado pero firme, torpe en su movimiento. Este el sitio? Preguntó Baena a la gente del rancho. S'ils le respondiront. Familia Navarro Rul. Tratamos con caballo desde generación. Zorn no esperó instrucción. Olfateó el air, avanzó despacio hasta el portón de madera vieja y se detuvo. Miró hacia adentro, su respiración se tensó del otro lado del patio. Ali, Isaac, de no más de 5 años, cargaba un cubo de avena que parecía pesar el doble de él. Arrastraba los pies. No lo raba, pero cada paso suyo parecía pedir perdón por estar vivo. Sara salió de la casa justo a tiempo para ver el auto. Su vestido era impecable, el maquillage sin falla. ¿Ayuda con los animal? Dijo con voz clara. No, perfecto. Aquí todo está bajo control. Zorn soltó un gruñido bajo, nada más loy. Baena avanzó sonriendo con cortesia. Buenos días. Venimos a hacer la inspección rutinaria. No no tomará más que 1 minuto. Claro, claro. Pasan. No queremos problema. El lugar está limpio, los caballos sano. Luego, alzando la voz sin mirar al niño. Isaac, déjà es Zoya. Y no te atreva a ensuciar a los visitantes. El niño se detuvo. Su cuello mostraba una marca vieja, como de cuero seco. Zorn caminó directo hacia él. No olfateó el air ni pidió permiso. Simplement se paró frente a Isaac, como si ese pequeño cuerpo flaco fuera todo lo que importara. Oh, et elle dijo Sara, riendo con un gesto helado. Ese niño siempre se hace el pobrecito, sablorar sin soltar una lágrima. Todo teatro. Baena no respondió. Solo miró al perro y luego al niño. Isaac no se movió, pero su ojos grande, oscuro, brillaban con algo que no era miedo. Era algo más antiguo, como si levara siglo esperando a ser visto. Zorn ladeó la cabeza, le rozó la mano con el hocico y, en ese instant, Isaac hizo algo que nadie había visto antes, estiró los dedos y tocó el pelage del perro. Solo un segundo, pero fut suficiente. ¿Cómo te llama? Preguntó Baena inclinando con suavidad. El niño no respondió. Zorn se sentó junto a él, como si dijera, no tiene que hablar. Yo hablaré por ti. Está algo tímido murmuró Sara. Y bastante torpe, la verdad. Pero lo alimentamos. Duerme en el cuarto de la herramienta. Mejor que nada, no? La frase flotó como una gota de aceite sobre agua limpia. Baena inspeccionó los establos, pidió ver a los caballos, hizo pregunta corta, todo parecía estar en regla. Demasiado en regla. Cuando regresaron al patio, Isaac ya no estaba. Zorn estaba sentado frente a la puerta trasera, immóvil, como si supiera que detrás de esa puerta se gardaban secreto sin nombre. Ce chien est-il encore en service? Demanda Sara avec dédain.
Il a l'air d'un retraité. Baena sourit à peine. Les chiens comme lui ne prennent jamais leur retraite, ils attendent seulement leur dernière mission avant de partir. Il s'arrêta près du rosier qui poussait contre le mur. Il y avait des épines, oui, mais aussi une petite fleur, timide, comme un cœur qui refuse de se refermer complètement. Et la petite fille, demanda Nilda à l'école. Elle est différente, elle a du caractère, pas comme l'autre. Baena ne regarda pas Sarah. Il murmura simplement, parfois, celui qui ne crie pas est celui qui se souvient le plus. Zorn n'aboyait pas, mais quand il monta dans la camionnette, avant que la porte ne se referme, il se retourna une fois. Pas vers la maison, mais vers la petite fenêtre de l'écurie, où une paire d'yeux sombres continuait à observer. Dans ce regard, il n'y avait pas de supplication, seulement une attente ancienne et patiente, comme s'il savait que quelqu'un avait enfin commencé à écouter. Et cela suffisait pour l'instant. Dans le village de Versal, le temps avançait à pas lents, ancien. Les pierres du pavé gardaient des histoires que personne n'osait raconter. Et les portes des maisons grinçaient, comme si leurs gonds se plaignaient de ce qu'elles entendaient la nuit. Là, tout le monde savait quelque chose, mais on parlait de tout sauf de cela. Sarah traversait la place avec sa robe moulante et ses ongles rouges comme du sang séché. Elle saluait avec un sourire en coin, comme celle qui connaît parfaitement le prix de chaque faveur accordée. « Comment va le petit » demanda la boulangère d'une voix douce comme du coton. Sarah est têtue comme une mule, mais ne vous inquiétez pas, je sais comment dresser les animaux difficiles, répondit Sarah sans honte. À quelques pas, celui de Miro observait depuis le banc sous le figuier. Son regard était celui d'un homme chargé de dettes invisibles. Il devait la parcelle de son frère. À Sarah, il devait aussi le silence. Zorn, le vieux. Chaque 9e jour, il dormait le jour près du portail du centre de protection animale. Mais la nuit, personne ne savait comment ni pourquoi il apparaissait devant la grille du ranch des Briards. Il n'aboyait pas, il regardait seulement comme s'il attendait que quelqu'un ouvre la bouche. Une nuit, c'est Baena qui le trouva. Il était trempé par la pluie, les pattes enfoncées dans la boue, les yeux fixés sur la fenêtre de l'écurie. À l'intérieur, Rossio, la vieille jument, frappait le sol de son sabot, rythmiquement. Derrière le mur de bois, un sanglot retenu tremblait comme une feuille. En hiver. Baena ne dit rien. Il s'accroupit près de Zorn, posa la main sur son dos et attendit. Le chien ne bougea pas, mais son corps vibrait d'une tension ancienne, la même que ressentent ceux qui ont trop vu. Le lendemain matin, Helga, l'assistante sociale, arriva au ranch avec son carnet et son sourire pressé. Elle interrogea Isaac pendant 15 minutes sur le porche, tandis que Nilda jouait à quelques mètres avec une poupée coûteuse. Il n'a montré aucun signe de traumatisme. C'est un enfant silencieux, mais ce n'est pas inhabituel. Il paraît plutôt réservé. Y a-t-il des antécédents familiaux d'autisme, demanda-t-elle sans lever les yeux. Sarah laissa échapper un bref rire. La seule chose que cet enfant a, c'est de la paresse et l'envie d'attirer l'attention. Sans moi, il serait mort de faim dans une ruelle. Helga valida le rapport et partit avant que le soleil ne franchisse le clocher. Ce soir-là, Zorn revint. Cette fois, il s'allongea devant le portail et refusa de bouger. Quand Sarah sortit, la cravache à la main, le chien grogna doucement. Il n'attaqua pas. Il ne recula pas. Il grogna seulement avec une gravité qui ne venait pas des dents, mais de l'âme. « Encore toi » cracha Sarah en s'approchant. Thor ne cligna pas des yeux. Ses yeux étaient 2 braises allumées au milieu de la boue, à l'intérieur de l'écurie. Et Sarah entendait tout. Elle ne se montra pas, ne prononça pas un mot, mais serra le dessin qu'elle avait caché sous le sac de paille. C'était lui, de dos, avec des marques rouges sur la peau. À côté, un chien aux yeux tristes. Au fond, une femme sans visage, enveloppée d'ombre. Cette nuit-là, celui de Miro reçut une lettre anonyme. Elle ne contenait qu'une phrase, écrite de très maladroit. « Ce que tu t'es fait aussi mal. » Il resta longtemps à regarder le papier, puis il le brûla dans le poêle, les mains tremblantes. Un samedi, alors que la foire s'installait sur la place, Isaac passa avec un seau d'eau dans les mains. Nilva le suivait, mangeant de la barbe à papa, chantant sans regarder son frère. « Tu sais ce que maman m'a dit ? Que tu n'es même pas à elle. Que tu es venu avec les puces. » Isaac ne répondit pas. Il marcha plus vite. Nil barrait. « Pourquoi tu ne parles pas ? Tu as avalé ta langue comme un âne. »
Derrière la grille, Zorn dressa les oreilles. Il marcha parallèlement à Isaac à l'intérieur de l'enclos, comme si ses pas étaient un écho. Il n'aboya pas, mais son ombre semblait grandir à chaque lever de soleil. Cette nuit-là, Rossio frappa de nouveau 3 fois à la porte de l'écurie. Puis le silence. Puis encore, comme un code, comme si elle savait. Zorn répondit depuis le portail par un aboiement sec. Puis il s'allongea, mais ses yeux ne se fermèrent pas. Baena le sut au matin suivant. Il s'approcha, posa une main sur la clôture et dit d'une voix à peine audible. « Que m'enseignes-tu, vieux ?» Le lendemain, quelqu'un ouvrit la grille du ranch sans que personne ne sache comment. À l'aube, Zorn était à l'intérieur, couché près de Fischer, qui dormait sur le foin, couvert seulement d'un vieux sac. Le chien avait une patte sur la poitrine de l'enfant, comme pour s'assurer qu'il respirait encore. Sarah trouva la scène et éclata. « Maudit chien puant. Hors de ma propriété. » Isaac se réveilla sans pleurer. Il ne bougea pas. Il posa seulement la main sur la tête de Thor, doucement, comme pour le bénir. « Il ne partira pas, dit-il à voix basse pour la première fois. Le mot fendit l'air comme un couteau. Sarah resta figée, non pas à cause de la voix, mais par la façon dont il la regardait. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement une tristesse si ancienne qu'elle ne pouvait plus tenir dans le corps d'un enfant. Ce jour-là, quelque chose se brisa. Pas en Sarah, mais dans le village. Car à midi, ils tuèrent. Le voisin grincheux se rendit au centre communautaire, se planta devant Baena et dit. « Je ne fais pas confiance aux gens, mais oui aux chiens. » Et ce chien dit la vérité. Et pour la première fois, quelqu'un l'écouta. Rossio frappa à la porte de l'écurie avec son sabot. 1, 2, 3 fois. Ce n'était pas un bruit fort, mais persistant, comme si quelqu'un frappait du bout des doigts sur le bois du passé. Il était tard. Le ciel était devenu de ce bleu usé qui annonce le froid dans les petits villages. La brume descendait doucement sur les collines, couvrant les clôtures, les mangeoires, les silences. Isaac ne pleurait pas. Il respirait seulement comme si chaque bouffée lui faisait mal. Le coup sur la nuque l'avait assommé. Il avait les lèvres fendillées et une tache violette grandissant derrière l'oreille. Manilva, avec sa robe rose et son ruban en dentelle, l'avait accusé d'avoir cassé le balai. « Regarde ce que ce sauvage a fait, » avait-elle dit. « Tu inventes toujours quelque chose, sifflait-il. Tu dis que je mens ?» Sarah n'eut pas besoin de plus. Le fouet tomba sans poser, quand elle eut fini, murmura avec un sourire tordu. « Si tu n'apprends pas avec des mots, tu apprendras avec des cicatrices. » Zorn avait tout vu, depuis l'ombre de la grange. D'abord un grognement, puis un saut sec contre le portail, ensuite, tel un éclair sans tonnerre, il courut jusqu'à la clôture, traversa la boue et se jeta sur le banc où Sarah avait laissé le fouet, les dents serrées. Il l'arracha, le mordit, le déchira. Les morceaux de cuir s'envolèrent comme des oiseaux noirs. Sarah recula. Ce chien est fou. Mais elle ne la regardait pas. Elle regardait Fischer avec ses yeux couleur cendre qui ne posent pas de questions, seulement comprennent. Avec ce corps grand et fatigué qui savait encore ce que protéger voulait dire. Avec ce silence qui parfois est plus fort que n'importe quel aboiement. Un pas sur le sol releva la tête et, pour la première fois depuis des jours, sa bouche s'ouvrit. Juste un mot, à peine un souffle. Merci. Cette nuit-là, le docteur Eric vint à l'écurie. Pas pour Isaac. Il était venu examiner une jument enceinte, mais il vit un enfant. Il vit la blessure, il vit comment le vieux chien s'allongeait à la porte, tel un gardien d'un autre temps. Il ne dit rien. Il ne prit pas de photo. Il n'appela personne. Il resta là, à regarder. Et dans son regard, il y avait autre chose que le doute, il y avait la mémoire. Avant de partir, il s'était penché près de Rossio, avait caressé son cou avec une lenteur presque sacrée, puis avait murmuré, « Certains d'entre nous avons aussi été des enfants sans bouclier. » Rossio l'a regardé, puis a frappé le sol avec son casque. Encore une fois. Le lendemain, Nilda se promenait dans la cour, tenant sa poupée neuve dans les bras. Elle fredonnait une chanson sans mélodie, comme si la souffrance des autres n'avait aucun écho dans son monde. Non loin, Isar balayait les feuilles sèches près du poulailler, le cou enveloppé d'un vieux foulard. Il avançait lentement, mais ses mains ne tremblaient pas depuis que Thor dormait à ses côtés. Soudain, Rossio a de nouveau frappé le portail. Nilda a plissé les sourcils,
exaspérée, ce cheval stupide, a-t-elle soufflé avant de marcher jusqu'à l'enclos. Elle a posé son front contre celui de l'animal. Le silence s'est fait, puis l'air a changé, comme si quelque chose d'invisible respirait avec eux. Elle sait, a chuchoté le garçon. Elle voit ce que vous refusez de regarder. Sarah les observait depuis la cuisine. Elle a avalé sa salive, sans pour autant baisser le regard. Elle s'est approchée, lente et assurée, un venin doux glissant sur sa langue. Regarde-toi, en train de parler à un animal. Tu devrais être reconnaissant d'avoir un toit. Thor s'est levé. Il n'a ni grogné ni aboyé, il s'est simplement dressé entre elle et l'enfant, tel un mur de poils gris et de dignité intacte. Ce chien ne connaît pas sa place, a craché Sarah. Non, a répondu Isar sans même la regarder. Il comprend la mienne. À la tombée de la nuit, Baena est revenue, une cahier à la main. Elle n'était pas là en tant qu'inspectrice, seulement comme quelqu'un qui n'arrivait plus à dormir depuis qu'elle avait croisé ces yeux-là. Rossio l'a reconnue tout de suite. Thor a remué la queue, mais Char n'est pas allé l'embrasser, elle l'a simplement attendu en silence, comme si elle avait appris à ne plus attendre grand-chose. Baena s'est assise sur une pierre, a sorti un crayon. Tu veux dessiner quelque chose, a-t-elle proposé à Isar. Il a secoué la tête, je ne dessine plus. Un petit rire a échappé à Baena. Elle a rangé le crayon, et si c'était moi qui dessinais? Et toi qui me disais si c'est réussi? Sarah a hésité, puis a acquiescé. Elle a tracé des lignes maladroites, un cheval, un enfant, un chien. Isar a ri doucement, ce n'est pas un portrait de Rossio. Tu peux me montrer à quoi elle ressemble vraiment, a-t-il demandé. Il a pris le crayon, et en 10 minutes est né un portrait de dos, un enfant serrant un chien dans ses bras, tous deux tournés vers une porte fermée. Devant cette porte, la silhouette d'une femme, aux yeux sombres, un fouet cassé à ses pieds. Baena a avalé sa salive avant de lui rendre le crayon. Parfois, les dessins sont plus courageux que moi, a-t-elle murmuré. Cette nuit-là, Sarah a retrouvé la cahier dans le foin. L'a-t-elle lue? Elle l'a déchirée, puis brûlée, sans savoir que Thor avait suivi son ombre, que Baena possédait une autre copie, et que le silence d'Isar n'était plus la peur, c'était un feu qui apprenait à attendre avant de dormir. Sarah a chuchoté à l'oreille de Rossio, je t'ai entendu la première, quand personne ne me parlait, quand j'étais seulement un enfant invisible. Rossio a soufflé doucement, puis Thor s'est couché au pied du lit. Il s'est incliné pour que Rossio puisse caresser son oreille blanche et rêche. Je ne sais pas si on me croira un jour, mais toi, tu le sais. Tu l'as toujours su. Pour la première fois depuis sa naissance, Sarah s'est endormie sans cacher ses mains sous son corps, car elle n'avait plus peur que quelqu'un les attrape. Car quelqu'un, même un vieux chien, avait appris à lire les signes qui ne nécessitent pas de mots. Le jour où la terre a parlé n'a pas été accompagné de cris ni de flammes, il est venu sous la forme d'une boîte rouillée, bancale, enterrée sous le fumier sec et l'âcre odeur du vieux foin. Baena l'a trouvée sans la chercher, elle examinait des traces de rongeurs derrière les tables quand Thor a commencé à gratter avec insistance dans un coin du sol dur. Il le faisait sans aboyer, avec cette obstination silencieuse qu'il avait développée au fil des ans, comme un grand-père qui ne discute plus mais n'oublie jamais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, vieux, a soufflé Baena en se penchant. La boîte avait la taille d'un cahier. Lorsqu'elle l'a ouverte, une rafale de poussière et de souvenirs a brûlé ses doigts. À l'intérieur, 3 objets seulement, une feuille pliée couverte de dessins enfantins, un bouton de chemise maculé de sang séché, et une plume noire encore imprégnée de l'odeur de l'étable. Les dessins étaient maladroits, comme réalisés par une petite main tremblante, mais le message était clair, un enfant debout, avec un œil au beurre noir, devant lui, un chien aux crocs exposés, et en arrière-plan, la silhouette d'une femme brandissant un fouet, le visage tracé à la hâte, animé par une rage sourde. La figure maternelle était floue, effacée par l'eau ou les larmes. Baena a replié la feuille avec la même précaution qu'on réserve à une relique. Thor l'a regardé sans remuer la queue, puis s'est tranquillement dirigé vers le centre de protection de l'enfance. Dans cette pièce, l'air sentait la camomille et les livres usagés. Jürgen, le psychologue à la voix rauque comme une vieille guitare, a passé son doigt sur les dessins, ce que cet enfant garde en lui n'est pas de la peur, a-t-il murmuré. C'est de la déception. Comment le sais-tu, a demandé Baena. Jürgen a pointé du doigt le coin inférieur, ici, il a dessiné une femme. Il voulait la voir, il en avait besoin, mais il l'a barrée. Il n'a pas peur de sa mère, il souffre de ne pas l'avoir trouvée. Baena a senti une boule se former dans sa gorge. Et le chien, a-t-elle demandé, sans détourner les yeux de Thor, qui dormait sur le tapis, près de la fenêtre.
Ce chien est son gardien, a répondu Jürgen. La seule présence qui ne change pas dans tous ses dessins, il ne parle pas, il ne crie pas, il est simplement là. Et pour un enfant comme lui, c'est tout. Ce soir-là, dans la maison du ranch, Sarah a servi le dîner comme on jette des miettes aux poules. Nilda mangeait en gardant ses mains propres, tandis qu'Izar tenait sa cuillère de doigts noirs de terre. « Où étais-tu aujourd'hui » a lancé Sarah sans lever le regard. « Près du corral » a murmuré Izar. « Alors pourquoi le tiroir à foin est-il cassé » a répliqué Sarah. « Ce n'est pas moi » a-t-il balbutié. Sarah s'est retournée, la voix douce comme un poison dans un thé chaud. « Tu as toujours une excuse, n'est-ce pas ? Peu importe ta taille, tu restes un fardeau. » Izar a baissé la tête, et Rossio, depuis l'étable, a frappé la porte avec son casque. « Cet animal maudit encore » a grogné Sarah. « Je vais la vendre. »« Non » a murmuré Izar. Elle n'a rien fait. Sarah s'est penchée si près que son parfum bon marché et son ressentiment se faisaient sentir sur Izar. « Toi non plus tu ne fais rien, c'est pour ça que tu ressembles tant à ta mère. » La gifle est tombée, rapide, presque silencieuse. Dehors, Thor s'est redressé, sans qu'on l'y ordonne. Quelques jours plus tard, Baena est retournée au ranch, un cahier en main. Elle s'est assise près d'Izar dans l'enclos, tandis qu'il caressait Rossio. Sarah, d'une voix douce, a murmuré « Nous avons retrouvé ta boîte, celle que tu avais enterrée. » L'enfant est resté immobile. « Puis-je te la montrer ?» Baena a ouvert le couvercle sans que Sarah ne touche à rien. Elle a simplement contemplé son propre dessin comme si elle le découvrait pour la première fois. « C'était ma mère » a-t-elle soufflé presque inaudible. Avant de partir, elle m'a promis de revenir. Baena n'a rien dit. « Je pensais que si quelqu'un voyait ce dessin, il viendrait la chercher » a ajouté Sarah. « Alors pourquoi l'as-tu touché ?» Et Sarah s'est tournée vers Rossio, passant sa main sur son museau parce qu'elle comprenait à présent qu'elle n'allait pas revenir, et que personne ne viendrait, si ce n'était lui, a-t-elle dit en désignant Thor. Plus tard, au bureau de la fondation, Jürgen a prononcé une phrase qui est restée suspendue dans l'air. « Quand un enfant cesse d'espérer, ce n'est pas parce qu'il a grandi, c'est parce que quelque chose s'est brisé. » Cette même nuit, Thor s'est assis devant la porte de la chambre d'Izar et n'a pas bougé jusqu'à l'aube. Et quand, enfin, une semaine plus tard, Izar a dessiné quelque chose de nouveau, Baena a su qu'un pont venait de se former. C'était une image simple, Sarah debout, sans échymose, Rossio derrière elle, Thor face à un soleil timide qui se levait sur un champ de nopals et de coquelicots. Baena a souri, rangeant le dessin dans son sac non pas comme preuve, mais comme un gage d'espoir. Et, à ce moment précis, pour la première fois, Izar a chuchoté, « Peut-être que je ne suis pas aussi seul que je le pensais. » Thor, bien que déjà vieux, a remué la queue une unique fois. Cela a suffi. Ce matin-là, la brume stagnait près du sol, comme si la terre refusait de dévoiler tous ses secrets. Depuis l'étable, Izar distinguait la silhouette du camion garé près du portail. Carmen, l'épouse du propriétaire du domaine, parlait avec un homme au large chapeau et aux bottes recouvertes de boue séchée, une chemise à la main. Thor, couché à l'ombre du hangar, a levé la tête en un instant. Il n'a pas aboyé, il a simplement observé, tel un vieux gardien pressentant qu'un autre secret était sur le point de se fissurer. « Qui est-il » a murmuré Izar en caressant le cou rêche de Rossio, la vieille jument qui l'écoutait sans jugement. Nilda apparut derrière lui, avec ce sourire tordu qui n'atteignait jamais ses yeux. « Elle va emmener Rossio » murmura-t-elle, comme si elle partageait un secret amusant. « Maman dit qu'elle ne sert plus à rien. Tout comme toi. Tout comme ce chien. » Sarah serra les lèvres. Un frisson glacé lui remonta l'échine, non pas à cause du froid extérieur, mais à cause du poids oppressant de la voix de Nilda dans sa poitrine. Sarah courut vers la maison. À l'intérieur, elle s'affairait déjà à trier des papiers, comme d'habitude, une tasse de café à la main et l'impatience dans l'autre. Ne la vendez pas. Rossio m'entend-elle ? C'est moi qui m'occupe d'elle. Le coup tomba sans prévenir, comme toujours, sans avertissement, sans remords, sans âme. La paume de Sarah propulsa son poing directement sur le sol, juste à côté de la mangeoire vide, où l'on ne trouvait plus ni grain ni goutte d'eau. « Tu ne décides de rien ici, hurla-t-elle. Tais-toi, animal. » Depuis la grange, Zorn se redressa lentement. Ses pattes crissaient comme du vieux bois sous le poids de ses os, et un grognement sourd s'échappa de sa gorge. Il ne s'avança pas, il ne fit que patienter, immobile, les yeux fixés sur Sarah. Le conducteur du camion vert, comme l'avait dit Carmen, baissa le regard vers Izar, puis scruta Zorn,
avant de revenir à Sarah. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix étranglée par l'inquiétude. Sarah offrit un sourire fin, ce sourire de ceux qui ont appris à manipuler le monde d'un simple mouvement des lèvres. « C'est un enfant compliqué. Il fait toujours des histoires, mais ne vous en préoccupez pas. » Ce soir-là, la table fut dressée comme à l'accoutumée, un bol de riz parsemé de morceaux de viande dure, des tranches de pain rassis, et un silence de plomb. Manilva mangea avec appétit. Sarah, elle, fixa son assiette sans y porter intérêt. Carmen ne cessa de se plaindre du camion qui arriverait tôt le lendemain. Isaac, lui, ne toucha pas à son assiette. Au lieu de cela, il descendit à l'étable, s'accroupit près de Rossio, enfouit son visage dans la crinière soyeuse de la jument, et laissa ses larmes se mêler à la chaleur de l'animal. Sans témoin. Peu après, Thorne arriva et s'étendit à ses côtés, posant doucement son museau contre les jambes d'Isaac. La chaleur du chien, sa respiration régulière, cette présence silencieuse disait tout ce que personne d'autre ne prononçait. À 6 heures précises, le ronronnement du moteur du camion brisa l'aurore naissante. Zorn se mit debout. Il ne courut pas, il marcha d'un pas mesuré vers le portail de l'étable. Arrivé devant la porte cloutée d'une chaîne rouillée, il s'arrêta, huma l'air, puis poussa son premier aboiement, d'abord un grondement bas, puis un deuxième plus affirmé, chargé de quelque chose d'ancien, de la mémoire, de la rage, de la fidélité. Sans hésiter, il se jeta contre le bois épais. L'impact fut brutal, les poules gloussèrent, les chevaux dans les bocs se mirent à donner des coups de pied en tous sens, et Rossio poussa un long hennissement de terreur. « Que fait ce chien fou ?» s'écria Carmen depuis la maison en apparaissant sur le perron, une cuillère à la main, les yeux rougis par la peur. Dans sa paume, elle serrait une pierre, comme si elle n'attendait que l'occasion de frapper. « Tu ne vas pas l'emmener » cria Abel en descendant du camion. « Elle est ma voix, quand personne ne veut m'entendre, c'est elle qui me voit. » Zorn se planta devant le véhicule, les pattes écartées, la tête basse, le dos tendu, il se tut. Plus rien ne nécessitait d'aboiement, le message était transmis. Veld laissa tomber ses bras, jeta un dernier regard à Thorne, puis à Isar. « Je ne ferai pas ça » murmura-t-il, avant de faire demi-tour et de remonter dans le camion. Sarah surgit, furieuse, poussant la porte du Porsche. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-elle. « Espèce de lâche. Je te paie pour un travail. » Veld ne répondit pas, il démarra, et le nuage de poussière accompagna son départ, comme un rideau qui tombe sur cette scène déchirante. Sarah lança le journal contre le mur puis disparut derrière le rideau déchiré de la porte-fenêtre. Rossio souffla dans l'étable, sa respiration chaude fendait l'air glacial, comme si elle aussi venait de livrer sa propre bataille. Thorne, affaissé sur ses pattes, se mit à gémir doucement, « Merci » sembla-t-il murmurer. Sur la colline non loin de là, Baena observait la scène. Elle n'avait pas besoin de jumelles, elle savait exactement ce qu'il se passait. Cette certitude, seules les femmes l'acquièrent quand la vie leur apprend à déceler l'indicible. Sans hésiter, elle saisit son téléphone et fit un appel, « Pas aujourd'hui. Demain. Dès demain, nous le prenons. Cet enfant ne survivra pas une nuit de plus. » Ce soir-là, la maison resta silencieuse. Sarah ne demanda ni par Isar ni par Alba. Elle joua avec sa nouvelle poupée comme si rien ne s'était passé. Et vers 19 heures, dans l'étable, sous une couverture de laine que quelqu'un avait déposée sans un mot, Isar s'endormit, blotti entre Rossio et Zorn. Il ne rêva pas. Il ne pleura pas. Il se contenta de respirer paisiblement, comme si, pour la première fois, le silence ne lui faisait plus mal. Le crépuscule descendait lentement, traînant sa prière mal prononcée dans le ciel qui s'assombrissait au-dessus des montagnes de pierre, d'un gris terne, sans pluie, sans soleil, comme si le temps lui-même refusait de prendre parti. Dans la cuisine de l'auberge rurale, le silence régnait en maître. Baena, immobile, contemplait le cahier d'Isar. Une fois de plus, l'enfant y avait dessiné son corps courbé, enseveli sous l'ombre d'un chien. « Je ne me sens pas comme une femme prête à manier le fouet », avait-il écrit en lettres tremblantes. Mais cette fois, il avait ajouté autre chose, le chien renard, dressé devant elle, les crocs serrés, il ne me laisse pas seul. À peine audible, Isar avait murmuré, il sait toujours quand je vais avoir mal. Baena sentit une sensation étrange s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de la douleur, c'était comme si une vieille mémoire enfouie au plus profond d'elle-même s'éveillait, prête à ouvrir les lourdes portes des anciennes demeures décrépites, ces portes qui grincent avant de révéler une cour oubliée depuis des années. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, quelqu'un frappa à la porte.
des coups secs, cadencés, comme s'il n'avait peur de rien, celui qui devait maintenant attendre à l'extérieur. C'était Matteo, le voisin solitaire, l'homme qui parlait au poulet arroser son potager à 3 heures du matin. Personne ne le prenait jamais au sérieux, mais ses yeux étaient d'une limpidité désarmante pour un homme si muet. Il entra sans demander permission, le chapeau à la main, le regard posé sur chacun d'eux. « Je n'ai pas confiance en les gens, dit-il sans détour, mais j'ai confiance dans le regard de ce chien. » Baena fronça les sourcils. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle, un frisson dans la voix. Matteo posa son chapeau sur la table, ses doigts, épais et tannés par des années de travail de la terre, tremblaient légèrement depuis 2 ans. « J'entends toujours le même son chaque jeudi au crépuscule, le cuir qui grince, le cri contenu, l'aboiement. Toujours dans la même séquence. » Isaac se recroquevilla sur sa chaise. Zorn, couché à ses pieds, releva la tête et laissa échapper un gémissement bas. « Et pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant » s'étonna Baena, d'une voix calme trahissant pourtant la colère qui grondait en elle. « Parce que personne n'écoute les fous, » répondit Matteo. « Mais maintenant que j'ai vu ce dessin et que je vois cet animal. » Il s'arrêta, comme si chaque mot lui coûtait, puis sortit de sa poche un petit magnétophone à cassette d'un autre âge et le posa sur la table. « Je l'ai enregistré une nuit, sans m'en rendre compte ?» balbutia Théil. Il alluma la machine, on n'y voyait rien, mais on entendait. Baena resta silencieuse, hocha la tête, et sa voix fut un murmure ferme, « Merci d'être venu. » Quand la nuit tomba vraiment, Sarah fit irruption dans l'auberge, enveloppée dans un manteau de laine, les lèvres peintes comme si c'était dimanche. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je viens chercher l'enfant, » déclara-t-elle, le regard dur. Zorn se leva, ses pattes plus hésitantes qu'auparavant, mais sa posture resta impassible, il se tint entre Isaac et elle, tel un rempart. Sarah la dévisagea avec mépris, cet animal a besoin d'une laisse, tout comme tout ce qu'il ignore, sa place. Isaac trouva refuge derrière Zorn, il ne dit rien, mais ses doigts s'agrippèrent au pelage rêche du chien, comme une ancre lancée en pleine tempête. Baena croisa les bras, impassible, Isaac ne partira nulle part ce soir. Sarah éclata de rire, et tu crois que tu peux m'en empêcher? Toi, une fonctionnaire qui tient tout juste son poste. Un silence tomba, lourd comme une chape de plomb. Baena ne répondit pas, c'est Zorn qui parla à sa place. Il grogna, bas et prolongé, une tristesse ancienne vibra dans sa voix, non seulement pour Isar, mais pour tous ces enfants qui n'ont jamais eu de Zorn pour les protéger. Sarah recula d'un pas, les traits pétrifiés, sale bête, vieille inutile. Tu vas bientôt crever, tu sais. Isar releva la tête, ses yeux brillaient d'une lueur éteinte, celle de ceux qui n'espèrent plus de miracle. Pourtant, sa voix, douce mais déterminée, claqua dans la pièce, je préfère mourir avec lui que vivre avec vous. Ce n'était ni des mots de colère ni une simple exagération, c'était un choix, aussi tranchant que les décisions qu'on prend face à une fenêtre à l'aube, quand on a déjà épuisé toutes ses larmes. Sarah resta figée un instant, comme pétrifiée par cette résolution. Puis elle pivota et s'éloigna, la porte claquant derrière elle. Personne ne perçut ce brusque départ comme une menace, au contraire, ce claquement résonna comme une délivrance. Baena entreprit alors de passer les appels nécessaires, l'enregistrement de Matteo serait analysé, mais cela prendrait du temps, un temps qu'Isar n'avait pas. Alors, à l'aube, ils glissèrent quelques affaires dans un sac à dos, le cahier, une couverture, une pomme, et un collier qu'Isar avait fabriqué pour Zorn, en enfilant une petite pierre sur une corde. Ils sortirent par la porte de derrière, sans bruit, sans drame. Matteo les attendait, au volant d'une vieille voiture, les sièges recouverts de fibres de hennequin mexicain que sa grand-mère lui avait rapporté pour chasser la malchance. Zorn monta le premier, suivi d'Isar, Baena prit place au volant. Aucun ne parla jusqu'à ce qu'ils franchissent le pont qui marquait la fin du village. Alors Isar laissa échapper un chuchotement, où allons-nous? Là où l'herbe pousse sur les blessures, répondit Baena. Ça existe, persista le garçon. Nous allons le découvrir, souffla Théel. Zorn posa sa tête sur les genoux d'Isar, ses yeux mi-clos, mais sa tremblante oreille restait à l'affût, dans ce petit geste à peine perceptible, commença la première guérison. L'air à Elmira sentait le vieux foin, le cuir patiné et le café réchauffé. Les montagnes entouraient le centre d'équithérapie comme une grand-mère enveloppant son petit-fils endormi, là, entre des box peints à la main et des barrières bancales. La douleur avait changé de rythme, on ne la hurlait plus, on ne la niait pas, on la respirait lentement, comme une plainte retenue. Isar arriva le dos voûté, les mains enfouies dans les trop grandes poches du manteau innocent 160 que l'on lui avait prêté.
Il avançait comme s'il craignait que le sol ne lui reproche d'exister. Zorn, à ses côtés, suivait le même pas, vieux, fatigué, mais les oreilles toujours aux aguets. Almira, la femme qui dirigeait ce lieu, ne posa aucune question. Un seul regard lui suffisit, comme celui d'une personne capable de reconnaître une note familière dans une chanson défaillante. « Ici, tu n'as pas besoin de parler si tu ne le veux pas, » dit-elle en lui tendant une carotte, puis elle désigna les box d'un geste du menton. Isaac se contenta de hocher la tête et s'avança en silence. Zorn le suivait. Rossio poussa un léger hennissement en le voyant approcher. À portée de main, la vieille jument au regard trouble mais noble s'approcha d'Isaac comme si elle l'attendait depuis toujours. Le garçon tendit la main, et le nez chaud de l'animal effleura ses phalanges d'une douceur qu'il n'avait plus connue depuis des semaines, la première caresse, qu'elle soit animale ou humaine, exempte de violence. Cette nuit-là, ils dormirent serrés l'un contre l'autre, le garçon, le chien et la jument. La paille était rêche. Le froid, implacable. Pourtant, Isar ne se réveilla pas en sursaut, comme à son habitude. Zorn s'allongea à ses côtés, en sentinelle, veillant sur lui comme si son devoir de protecteur vivait encore dans ses côtes. Les jours passèrent sans hâte. Almira n'exigeait rien, elle offrait seulement du pain tout juste sorti du four, de l'eau citronnée à la menthe, et une couverture tissée à la main avec des fils rapportés du Michoacán. « On me l'a offerte quand je veillais sur les chevaux, » expliqua-t-elle un soir, « mais tu dois aussi apprendre à prendre soin des blessures invisibles. » Isar garda le silence, mais la nuit, il enroulait la couverture autour de Zorn, délicatement, comme s'il pançait ses propres plaies. Un après-midi, après avoir aidé à curer Rossio, Isar resta seul dans l'étable. Personne ne le vit sortir une feuille de papier et quelques crayons usés. Il dessina, pas des maisons, pas des visages, mais des cicatrices en lignes tortueuses, des cercles imbriqués dans des spirales sans issue. Quand Almira découvrit le dessin, elle ne le toucha pas, elle se contenta de le contempler, puis déposa un nouveau crayon rouge sur la table. Le lendemain, Isaac recommença à dessiner, une main tendue, incertaine, était-ce pour frapper ou pour sauver. Quelques jours plus tard, Jürgen arriva, un psychologue taciturne, la barbe ébouriffée et un accent du Sud. Il ne posa aucune question sur les dessins. Il s'assit simplement de l'autre côté du box et observa Isaac nourrir Rossio. « On dit que c'est le cheval qui reflète ce qu'on porte en soi, » commenta Théil, comme on jetterait une pierre dans un lac en attendant qu'elle fasse un cercle. Isar leva les yeux, et si, à l'intérieur, il n'y a que du bruit, demanda-t-il d'une voix tremblante. Jürgen le fixa sans surprise, alors, le cheval s'impatientera. Mais si tu attends, si tu respires avec lui, peut-être que le bruit finira par s'apaiser. Il ne dit pas un mot de plus. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Isar confia doucement à Zorn, « Parfois, j'ai l'impression que tu respirais à ma place quand je n'y arrivais plus. » Zorn ne répondit pas par un aboiement, il se contenta de bouger une oreille, comme pour dire « Je suis là ». Puis, un matin de brume épaisse, Isaac s'approcha d'Almira, un cahier usé à la main, « Je peux garder ça ici ?» demanda-t-il, les mots tremblants. Elle le regarda, sourit doucement, et prit le cahier sans l'ouvrir. Palmira posa l'objet sur une étagère, juste à côté des remèdes pour les chevaux. Ici, rien ne disparaît, mijo. Tout se conserve jusqu'au moment où l'on est prêt. Isaac baisse les yeux, son regard glisse sur la paille, puis, avant de s'éloigner, il murmure, « Sarah disait que si je racontais quoi que ce soit, on me mettrait en prison pour mensonge. » Sans élever la voix et sans serrer les poings, Palmira s'approche et dépose doucement sa main sur l'épaule d'Isaac, retirant un léger voile de poussière. « Et toi, tu sais que ça n'est pas vrai ?» dit-elle avec douceur. Isaac hésite, ses paupières tremblent. « Je commence à le savoir » souffle-t-il. Cette nuit-là, la pluie s'abat sur les tables, et la tempête fait vibrer le toit de tôle, les gouttes crépitent comme une rumeur lointaine. Rossio devient agité dans son sommeil, ses naseaux frémissent. Isaac s'éveille, les yeux grands ouverts, comme ébloui par un souvenir tenace, l'odeur du cuir, le cri strident, le claquement sec du fouet. Zorn se redresse en premier, lourd et silencieux. Il s'approche du garçon, posant sa tête contre sa poitrine. Il n'en fallait pas plus. Sans un mot, il enlace Isaac de toute sa force, et, d'une voix à peine perceptible, il murmure « J'avais peur que personne ne me croie, mais toi, tu m'as cru. » Au petit matin, Isaac reprend un crayon. Il n'y a plus de cicatrice sur sa feuille, ni de main menaçante. À la place, il dessine un vaste champ, hérissé d'herbe haute, où un enfant marche seul, un chien fidèle à ses côtés.
Jürgen s'approche et lui demande « Tu sais ce que tu as dessiné ?» Isaac réfléchit un instant, puis hoche la tête, un endroit où je peux être moi-même sans douleur. Plus tard dans l'après-midi, Baena arrive, les bras chargés de papiers, de rapports, de nouvelles juridiques. Nous n'avons pas encore de date pour le procès, annonce-t-elle avec réserve. Sarah fait toujours l'objet d'une enquête. Isaac n'interroge personne, il caresse simplement Rossio, qui remue les oreilles en signe de reconnaissance. Mais, alors que Baena s'adresse à lui, Isaac se tourne vers Zorn et déclare « Je ne veux pas repartir. Mais si un autre enfant se trouve là-bas, seul comme je l'étais, je veux qu'il sache qu'il existe une issue. » Zorn le fixe de ses yeux calmes, vieux comme les montagnes alentour, puis il remue la queue tandis que le soleil décline. À la tombée de la nuit, Palmyra allume une bougie devant l'image de la Vierge de Guadalupe, accrochée au mur de l'étable. C'est une vieille habitude héritée de sa grand-mère au Mexique, allumer une lumière pour les vivants, pas seulement pour les défunts. Isaac s'avance, hésitant, prier est permis, même quand on ne sait pas comment faire. Palmyra l'accueille d'un sourire empli de tendresse, comme si son cœur était une terre fertile prête à accueillir la vie. Bien sûr, mon ange. Parfois, respirer, c'est déjà une prière. Isaac ferme les yeux pour la première fois sans implorer qu'on vienne le secourir. Il ne fait qu'espérer demeurer là où l'herbe recouvre les blessures, où les chevaux renâclent sans s'enfuir, où un vieux chien l'écoute sans porter de jugement. Cette nuit-là, le vent souffle, jouant avec les rideaux, et Palmyra l'observe dormir enserré contre Zorn, se disant « Cet enfant n'est pas un simple survivant, c'est une graine qui commence à germer. » C'était une après-midi tiède d'octobre, lorsque le ciel prend cette nuance dorée unique, signe que l'été a définitivement plié bagage. Dans le centre de réhabilitation, les feuilles tombent en tourbillon, comme pour recouvrir tout ce qui a jadis fait mal. Isaac, silencieux, brosse Rossio. Ses gestes sont fermes et doux, tandis qu'il murmure à la jument des paroles qui ne sont pas des ordres, mais des promesses de confiance. Zorn, aussi vieux que les collines qui entourent le centre, sommeille sous le plus grand arbre, une oreille toujours attentive, l'âme éveillée. Soudain, un cri court, perçant l'air le cri d'une fillette qui court sur le sentier longeant l'étang. Ses pieds glissent sur la boue, son corps bascule vers l'eau miroitante. Lia hurle « Hal !» Elle n'est qu'à quelques mètres, mais Zorn ne dort plus. Son corps réagit avant même que l'idée n'ait le temps de naître, il bondit, traversant l'espace entre la terre et le miroir liquide, mu par la force d'une promesse aussi ancienne que le monde. Lorsque la petite fille touche la surface glacée, Zorn est déjà là, la tenant par le cou sans serrer, ses pattes palpitent sous lui. Il nage jusqu'à la rive, comme si ses os ne portaient pas les ans, comme s'il avait encore 5 ans, pas 14. Lia tousse, sanglote, mais elle est vivante. Le silence se change en applaudissements, en halètements, en larmes. Elle s'approche de Zorn, le regarde longuement, et pose ses 2 mains sur son cou poilu. « Merci », dit-elle d'une voix grave, comme celle de quelqu'un qui comprend enfin ce que signifie être sauvé. 2 jours plus tard, l'histoire fait la une de tous les journaux locaux, un chien secouriste arrache une fillette à la noyade. Zorn, héros à 4 pattes, attire sur lui l'attention d'Elska Ferré, une journaliste venue avec un vieux magnétophone et un carnet de cuir. Dans son regard se mêlent le doute, le courage et la tendresse, un cocktail qui ne passe pas inaperçu. Quand on l'invite à parler, elle accepte sans un mot superflu, laissant entendre qu'elle veut comprendre pourquoi cet endroit sent à la fois le deuil et le miracle. Personne ne l'interrompt, personne ne l'empêche de rester. Une nuit, en compulsant de vieux dossiers, Elska découvre un dossier classé, étonnamment vide. Nom de l'enfant, Isaac Garmendia. Aucune preuve suffisante pour intervenir. Signé Elga Rual. Un nom qui résonne, la même inspectrice chargée du suivi de Sarah, celle qui, selon les témoignages, n'a passé que 15 minutes dans le débarras où vivait Isaac Sarr. Au matin, Elska demande à parler à Isaac. De l'autre bout de l'allée, le garçon serre Zorn contre lui, hésitant à lever les yeux. « Je ne veux pas que tu me demandes ce qu'on m'a déjà demandé 1000 fois, dit-il enfin, la voix basse. Elska hoche la tête, respectueuse, puis-je te poser une question différente ? Un silence s'installe. Isaac croise le regard épuisé de Zorn et répond, qu'est-ce que Zorn sait que les adultes ont refusé de voir ? Il baisse la tête, silencieux un instant, puis souffle, il n'a pas eu besoin de preuves. Il m'a cru, juste avec mon corps. Ce même après-midi, Elska publie un article plus fouillé, elle ne parle plus seulement du sauvetage, mais du silence institutionnel, de l'abandon légal, d'un système qui mesure les cris sans jamais voir les regards. Elle nomme Elga Rual, Mirosart, le maire de Orléna,
Sarah arriva. Les appels affluent avant la tombée de la nuit. Le maire Mirossart éteint son téléphone d'un geste las. Depuis le siège central, Baena demande le calme. Matteo, le voisin qui observe tout, dépose un mot sur la grille, je vous avais dit que le chien aboyait pour une raison. Quelques jours plus tard, Helga est suspendue provisoirement. Quant à Miro, mis sous pression par la municipalité, il démissionne pour raisons personnelles. On ne s'étend pas sur les détails, mais quelque chose a changé. Peu à peu, les habitants du village franchissent la porte du centre, certains apportent des livres, d'autres font des dons, beaucoup posent les yeux sur Isar, palmés d'une honte qui se lit sur leur visage. On ne savait pas. On a préféré ne pas voir, confie-t-il, balbutiant. Au tout début, Mirossart ne répond qu'avec un seul mot, le silence laisse aussi des traces. Un après-midi de novembre, le vent joue encore avec les rideaux de l'étable. Elska rejoint Isar, penchée sur une feuille froissée. « Qu'est-ce que tu fais là » lui demande-t-elle. Il lui tend le dessin, Zorn se tient debout devant une maison en ruine, et derrière lui, des enfants aux ailes déployées. « Qu'est-ce que ça signifie » questionne-t-elle, intriguée. Isar répond, « Les chiens ne croient pas à la justice, mais ils croient qu'on revient quand personne d'autre ne revient. » Elska note ces mots dans son carnet, non comme journaliste, mais comme quelqu'un qui vient de saisir une vérité essentielle, une vérité que les tribunaux, les politiques et les lois ignorent. Cette nuit-là, alors qu'il s'apprête à dormir, Zorn se lève avec difficulté, se rend jusqu'à la porte de la chambre d'Isar, s'allonge comme à son habitude, et le garçon, à moitié endormi, murmure, « Ne pars pas, d'accord » souffle Zorn en poussant un soupir, posant sa grosse tête contre le bois, comme pour dire, « Je suis là, et je resterai. » Elska est restée dans le couloir, immobile, ressentant une paix étrange. Elle a alors compris que les véritables liens ne font pas de bruit, qu'ils n'attendent pas la permission et qu'ils laissent des empreintes qui ne s'effacent pas, mais qui fleurissent. Le lendemain matin, Isar se rend au champ aux côtés de Rossio. Elle marche à ses côtés, lente mais fière. Au lever du soleil, la terre encore humide, l'enfant chante presque, « Je n'ai plus peur de parler, parce que tu m'as appris que tous les silences ne m'appartiennent pas », Zorn remue la queue, et dans ce geste simple, une vieille blessure se referme. Car, après tout, les forts ne crient pas, les forts protègent, écoutent et restent, même quand personne ne le fait. La salle d'audience de Zamora sent le vieux bois et l'hiver. Les hautes murailles de pierre rugueuse étouffent tout son venu du monde extérieur, on n'entend que le tic-tac du pendule du juge, le froissement des feuilles de dossier, et parfois un soupir retenu, comme chargé de décennies de douleurs silencieuses. Sarah entre, fidèle à son manteau noir, impeccable et sans une seule pliure, le menton relevé, comme si elle venait réclamer un héritage plutôt que d'affronter la vérité. Elle avance à pas sûrs, indifférente au regard derrière elle. Alba, déjà n'y regarde plus, vêtue d'une robe bleu ciel qu'elle n'aime pas, le cœur lourd d'une peur qu'elle ne parvient pas à nommer. Sarah s'installe entre Palmyra et Baena. Elle ne prononce pas un mot, ne bouge pas, simplement serrant dans ses bras l'écharpe grise que Thorn lui a offerte la veille. Sous la table, Zorn est couché, son regard braqué sur Sarah, comme s'il pressentait que, pour la première fois, quelque chose allait se briser. La juge Ortega, aux mains fines et à la voix ferme, feuillette le dossier avec une lenteur respectueuse, comme pour honorer ce qui n'a pas encore été révélé. « Nous pouvons commencer, » dit-elle enfin, tournant ses yeux vers Sarah Delgado. « Vous êtes accusé de maltraitance physique et psychologique sur votre beau-fils Isaac Delvado Larinaga. » Sarah esquisse un sourire en coin, « Maltraitance. Cet enfant a toujours été un problème. Il inventait des histoires, se cachait comme une bête sauvage, puis pleurait pour attirer l'attention. Il n'a jamais compris ce qu'était la discipline. » À ces mots, Zorn se redresse lentement, comme si ces accusations l'avaient blessé au plus profond de sa chair. Isar baisse la tête, serre les poings mais ne verse pas une larme. La juge observe la scène sans interrompre, puis ordonne que l'on présente les preuves. Vena dépose sur la table une enveloppe scellée. À l'intérieur, il n'y a ni rapports médicaux, ni photographies, seulement des dessins, l'un après l'autre. Sur l'une de ces feuilles, on voit un cheval blessé, couché dans la paille, les flancs maculés. Sur un autre, un enfant recroquevillé dans un coin sombre, une ombre menaçante levée vers lui, et, à chaque fois, un chien silencieux resté au plus près du garçon, immobile mais droit. Nilda, assise sur le banc des témoins, fixe ces images, sa gorge se noue. Sa mère ne daigne même pas la regarder, elle croise les bras, l'air ennuyé, comme si elle se trouvait à un dîner monotone. « As-tu quelque chose à dire » demande la juge à Nilda. La fillette lève d'abord les yeux vers sa mère,
puis vers Isard, avant de baisser à nouveau le regard. Puis, comme si des ailes lui poussaient soudain, elle relève la tête et déclare, au début, je croyais qu'Isard exagérait. Ma mère me disait la même chose. Mais une fois, moi aussi, j'ai reçu un coup. Un seul, parce que j'avais cassé un verre, et j'ai senti que l'on me déchirait de l'intérieur. Sarah fronce les lèvres, c'était un accident. Une correction légère. Toutes les mères font ça. La juge, sans hausser le ton, répond avec calme, toutes les mères n'utilisent pas la peur pour aimer. Le silence retombe alors, lourd, comme une prière ancestrale échouée dans le coin le plus sombre de la salle. Matteo se lève, Buona élimée sur la tête, carnet de notes à la main, je n'ai pas fait d'études, se défend-il, mais j'ai des oreilles. Et pendant 2 ans, j'ai entendu chaque nuit le cuir claquer sur la chair, suivi d'un petit cri, comme celui d'un chien blessé. Et je n'ai rien fait. Je suis désolé, j'ai été lâche. Mais aujourd'hui, je viens dire ce que j'aurais dû dire bien plus tôt. La juge hoche la tête, satisfaite. À cet instant, Zorn commence à avancer d'un pas vers le centre de la salle. Il ne jappe pas, ne fait aucun tour de passe-passe. Il se contente de s'asseoir devant Sarah, la regardant fixement, muet, comme pour lui demander si elle dort, la nuit. Puis, contre toute attente, Isaac se lève. Ses pieds à peine posés à terre, sa voix reste douce mais résonne d'une clarté surprenante, elle ne m'a jamais vu. Elle se contentait de me crier dessus, comme si j'étais une ombre qui gênait. Mais Zorn, lui, m'a vu. Et Rossio aussi. Et j'ai appris que si un animal peut me défendre, moi aussi, je peux me défendre. Sarah se retourne, muette, la bouche entr'ouverte, cherchant en vain les mots pour répliquer, mais aucun ne vient.